Attention! Oui. C'est paniquant. C'est normal qu'on soit en ambiance sieste? Oui. Oui, mais c'est que sinon, on ne voit pas bien. OK. Quand je fais des slides foncés, c'est ça. On est live, je pense. C'est moi qui prends ta place avant. Ah, d'accord. C'est ça. Je vais te laisser. Bon, bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci de venir pour la présentation de Catherine. Bon, habituellement, quand on soit une conférencière, on fait la bio et tout, mais vous la connaissez déjà, Catherine, vous pensez? Hein? Pas sur Facebook. Ah, en tout cas, oui, les gens pensent la connaître. Puis Catherine, c'est une chercheuse, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant le travail qu'elle fait. Très impressionnant. Elle publie dans des revues ultra prestigieuses aussi. J'en doute pas qu'elle va vous impressionner. J'en doute pas. Mais c'est une fille aussi qui aime les défis. Et j'ai pensé lui en donner au cours de la présentation. OK? Donc, le défi que j'ai pour elle, c'est de répondre à quelques questions, d'insérer ça au cours de ta présentation. Facile. Facile, OK. OK. Mais au cours, pas là. Je veux pas que tu me répondes là. Non, OK, on va t'évaluer après. OK. J'aimerais t'expliquer pourquoi que ta maison est infestée de mouches à fruits. Faut que je fasse ça dans le Oui, c'est ça. C'est une fille de défi. OK? Pourquoi il y a une collection de cadavres d'animaux dans les murs de ta maison? OK? Et en tant que biologiste de la conservation, pourquoi peux-tu dévorer sans scrupule l'unique homard reproducteur d'un récif? Et finalement, as-tu un TDAH? Pas de H. On te laisse. OK, super. Faut-tu répondre à ça, Dan? J'espère qu'on t'a pas... Non, je t'ai pas tu m'as pas déstabilisé. déstabilisé du tout. Non, OK. Et Angèle, je t'en prie. Ben, bonjour, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. Peut-être la première slide va être appropriée pour certaines réponses. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler... quand j'ai fait mon entrevue d'embauche ici à l'ISPOR, j'ai parlé de tout sauf de ce qui m'intéressait sur le moment, donc l'écologie des réservoirs. Donc, on va faire le full circle aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de mes intérêts de recherche dans les dernières années et actuellement. Ça, je trouve ça intéressant pour les étudiants de voir qu'un parcours académique, c'est pas une ligne droite. Moi, j'ai fait mon bac à Sherbrooke, maîtrise à l'UQTR, puis après ma maîtrise, moi, je suis allée travailler pendant 2 ans et demi, 3 ans chez Environnement Canada. Le milieu académique me manquait, donc je suis retournée à McGill pour faire mon doctorat. Après ça, j'ai enchaîné 2 postdocs. Je suis allée retravailler chez Hydro-Québec pour finalement avoir un travail comme prof à l'UQO. Donc, mon parcours est assez tortueux. Donc, j'ai alterné entre le milieu académique et le travail. J'ai travaillé sur vraiment plein d'écosystèmes différents aussi. Donc, c'est juste pour vous montrer que un chemin académique ou un chemin de carrière professionnelle, ben c'est pas une ligne droite. Donc, j'ai travaillé durant mon travail pour Environnement Canada, j'ai travaillé sur les milieux humides du Saint-Laurent. Pour mon doctorat, j'ai travaillé sur les aires protégées, comment établir des aires protégées. J'ai travaillé à la Barbade. Pour mon postdoc à Guelph, j'ai travaillé beaucoup sur le lac Erie dans les pêcheries. Et mon travail chez Hydro-Québec, mon postdoc à McGill, une partie de mon travail, du coup, c'est vraiment sur l'écologie des réservoirs, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Peut-être mon TDA, pas de H, peut fitter bien là-dedans. Donc, vous voyez que mon parcours est aussi assez éclectique. Donc, ça fait peut-être partie d'un petit trouble d'attention dont je souffre, mais à très, très petite échelle quand même. Donc, une question de fait. C'est bon. Donc, bon, ça ne surprendra pas personne. Les barrages sont vraiment présents presque partout dans le monde. On vit vraiment une dualité importante présentement. On doit fournir de l'énergie à la Terre
entière et l'énergie vient avec un certain coût écologique aussi. Donc, les barrages sont présents dans 59% des bassins versants. La taille des triangles ici représente la taille des réservoirs. Donc, ça, c'est ce qui est présent, les barrages existants présentement. Donc, vous voyez que il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est ce qui s'en vient. Le nombre va grimper à 75% d'ici 2030. Encore là, la taille du triangle représente la taille du réservoir. En rouge, vous avez ce qui est planifié dans le futur. En mauve, vous avez ce qui est en construction. Vous voyez que dans le coin de la Chine, la vallée du Mekong, c'est assez actif. Et si on surimpose, si on superpose les observations et prédictions, bien, vous voyez que les barrages sont vraiment partout, dans le monde. Donc, il reste encore très peu de rivières qui ne sont pas harnachées ou dans un état presque naturel. Ça, bien sûr, la mise en eau d'un réservoir, ça a des impacts sur les communautés de poissons. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur les communautés de poissons que ma présentation va porter. Donc, quand on transforme une rivière en réservoir en mettant des barrages, ici représentés avec les petites lignes blanches, bien, on crée finalement un gros lac, ici. Et ça a plusieurs effets potentiels sur les poissons. Premièrement, en aval des barrages, on peut créer une barrière au mouvement. Donc, ça peut facilement impacter les espèces qui sont migratrices. C'est assez évident. Un autre impact qui est relativement important, c'est qu'on transforme un milieu lotique, donc un milieu de rivière, en milieu lentique, donc un milieu beaucoup plus stagnant comme les lacs. Ça peut favoriser certaines espèces, comme les grands brochets, mais ça peut défavoriser certaines espèces qui favorisent vraiment les eaux rapides et qui étaient présentes dans les rivières. Un autre impact de la mise en eau des réservoirs et de la gestion des réservoirs, c'est le marnage hivernal, qu'on retrouve surtout ici en zone boréale et tempérée. Donc, on remplit le réservoir à presque sa maximum capacité durant l'automne. Et durant l'hiver, on descend. C'est notre batterie, notre réservoir, finalement. Donc, durant l'hiver, on descend le réservoir. Donc, on crée une zone de marnage, qui est finalement la zone représentée ici. Donc, c'est presque une zone stérile autour des barrages. Donc, en amont et en aval, on régule des niveaux d'eau et des débits et ça crée des zones qui sont un peu moins propices à la vie aquatique, surtout en zone littorale. Et le dernier impact sur les communautés de poissons, surtout en amont, c'est-à-dire dans le réservoir, c'est l'introduction d'espèces non natives. Ça peut se faire de deux façons. D'une façon directe, parce qu'on inonde plusieurs écosystèmes adjacents, donc on peut introduire certaines espèces qui n'étaient pas présentes naturellement dans le cours d'eau. Et d'une façon indirecte par la forte attraction des pêcheurs. Les réservoirs, ça attire énormément de pêcheurs. Et souvent, les pêcheurs vont se mettre à introduire d'une façon volontaire ou involontaire des espèces non natives. Donc, présentement, il y a un gros problème aux États-Unis, c'est que les achigans sont partout. Puis quand on introduit des achigans dans des écosystèmes aquatiques, ils se mettent à dominer et perturbent fortement le réseau trophique. Donc, en gros, c'est les gros impacts que peut avoir la mise en eau d'un réservoir, sur les poissons. Donc, les réservoirs sont considérés comme étant des nouveaux écosystèmes ou novel ecosystems. En anglais, c'est un terme qui est assez utilisé. Donc, ils sont tous assez récents. Ils ont presque tous moins de 100 ans, comparé à des lacs qui ont des dizaines de milliers d'années. C'est un système qui est aussi en évolution. Ce n'est ni une rivière, ni un lac. C'est vraiment une espèce d'écosystème en transition. Donc, la grande question qu'on se pose, c'est comment les poissons vont s'adapter à tous ces changements-là, quand, où et comment. Donc, une de mes grandes questions, une des grandes questions qui m'intéressait, c'était de voir si l'effet de la mise en eau des barrages était comparable entre les grands biomes. Donc, les grands biomes, j'entends ici la zone boréale, la zone tempérée et la zone tropicale. C'est important parce que la richesse, donc le nombre d'espèces qu'on retrouve dans ces écosystèmes-là varie énormément. Donc, en écosystème boréal, on a entre 10 et 20 espèces de poissons. Quand on s'en va en tempéré, on monte ça à plus de 500. Et quand on s'en va en tropical, on a plus de 4000 espèces. Ça, c'est pas juste dans un seul ruisseau. C'est bien distribué un petit peu partout dans les écosystèmes tropicaux. Donc, ça peut être intéressant de comprendre si le patron, les patrons observés quand on fait la mise en eau des réservoirs sont similaires entre les grands biomes, à travers les différentes latitudes. Donc, pour répondre à cette question-là, j'ai fait une synthèse de la littérature puis une méta-analyse. Donc, j'ai consulté beaucoup de papiers, donc presque 700 papiers, et seulement 10 répondaient à mes critères de recherche. Donc, mes critères de recherche, ça voulait dire des bonnes données non biaisées sur la communauté de poissons. De ces références-là, j'ai extrait 37 études transversales où on compare des sites impactés versus des sites non impactés, mais avec seulement 1 ou 2 années.
et des études longitudinales, où là, j'ai des données à travers le temps. Donc, ça me prenait des données avant la mise en eau et après la mise en eau. Donc, en gros, pourquoi j'ai beaucoup d'études comme ça, c'est que souvent, dans une même étude, j'avais plusieurs réservoirs ou plusieurs sites. Donc, ça me permettait d'avoir plus d'études, donc de cas ou de stations d'échantillonnage. Donc, ça correspond à beaucoup de poissons, beaucoup de réservoirs, et tout ça, c'est distribué dans à peu près 19 pays. Je ne sais même pas où je vais fuiter toutes tes questions. Là, je pense. Au pire, ça sera, posez-moi ces questions-là à la fin, puis on va régler le problème. Ce qui m'intéressait des données brutes que j'extrayais de ces papiers-là, c'était d'extraire des indices de biodiversité. Les indices de biodiversité classiques qui sont utilisés dans la littérature, il y a bien sûr la richesse spécifique, donc ça, c'est ton nombre d'espèces. Il y a la diversité, qui est un indice de diversité Shannon-Weaver. C'est un indice d'entropie, donc ça donne à peu près la... J'aime comparer ça à tu as un sac d'espèces. Puis plus ta diversité est élevée, plus ta capacité à dire quelle espèce va sortir est faible. Donc, quand tu as une très grande diversité, tu as beaucoup de chances de prendre une espèce que tu ne peux pas prédire. Tandis que quand ta diversité est très faible, la capacité que tu sortes un brochet est très élevée. Donc, la diversité ressemble un petit peu, si on synthétise ça, à cette expression-là d'entropie. Et l'équitabilité, c'est-à-dire à quel point les espèces sont distribuées uniformément dans la communauté. Donc, si j'ai une équitabilité de 1, ça veut dire que chaque espèce est représentée dans la même proportion. Donc, 30 30 de toutes mes espèces. Et j'ai réussi aussi à extraire des indices de biodiversité un petit peu plus avancés et qui correspondent bien à des problématiques qui ont été observées dans les réservoirs. Et qui correspondent à des indices de biodiversité qui correspondent à des changements dans l'assemblage des espèces. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir si les espèces non natives augmentaient dans les réservoirs. Il est aussi émis que la position trophique, donc dans nos réservoirs, il semblerait qu'on devient de plus en plus prédateur. Donc, les espèces prédatrices sembleraient dominer. Donc, je voulais voir si la position trophique, c'est-à-dire où l'animal se situe dans la chaîne alimentaire, changeait dans les réservoirs. Donc, à titre d'exemple, ici, le brochet, qui est un gros prédateur, a une position trophique d'environ 4,1 versus un meunier qui a à peu près une position trophique de 2,1. Lui se nourrit de benthos et de bouettes. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir si la proportion de généralistes versus la proportion d'espèces rivières spécifiques changeait. Donc, mon hypothèse était que la proportion de généralistes devrait augmenter et la proportion, finalement, d'espèces fluviales spécialistes devrait diminuer. Donc, en gros, c'est les grandes hypothèses et les grands indices que j'ai utilisés dans la méta-analyse. On saute tout de suite dans les résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous expliquer ici la richesse, la diversité et l'équitabilité. Donc, sur l'axe des X, vous avez le temps. Quand vous êtes avant le 0, c'est avant la mise en eau, après la mise en eau. Ici, vous avez les valeurs de richesse prédites par le modèle, donc richesse, diversité et équitabilité. La ligne en orange, c'est le milieu tropical. La ligne en verte, c'est le milieu tempéré. Et la ligne en bleu, c'est le boréal. Ici, j'ai mis en pointillé les zones où j'avais très peu de données. Donc, je trouve que ma confiance dans les données n'est pas assez bonne pour se fier à l'interpolation ici. Donc, considérez vraiment seulement la zone qui est en ligne solide. Donc, en gros, ce qu'on peut voir pour la richesse, c'est qu'on a une diminution vraiment importante de la richesse dans nos réservoirs tropicaux, intermédiaire en tempéré et presque aucun résultat en milieu boréal. Ici, j'ai fait une petite... J'ai fait une petite correction pour la ligne ici. C'est probablement plus c'est très peu vraisemblable qu'on atteigne un zéro richesse dans les réservoirs tropicaux. Donc, probablement qu'on a plus un patron qui est curvilinéaire comme ça, mais les données ne me permettaient pas de tester des modèles qui étaient non linéaires. Donc, c'est pour ça ici que j'ai juste rajouté ça. Donc, ça, c'est vraiment plus plausible que la ligne droite. Donc, on a un patron vraiment similaire pour la diversité. Donc, une décroissance importante de la diversité en tropical, une plus faible décroissance en milieu tempéré et une petite décroissance en boréal. Pour l'équitabilité, même si on semble avoir un patron, vous voyez que les intervalles de confiance se chevauchent vraiment beaucoup, donc le patron n'est pas significatif. Mais on a une petite tendance pour une décroissance de l'équitabilité aussi en milieu tropical. Pour ce qui est des changements dans l'assemblage, c'est pas surprenant, on a aussi une grande augmentation d'espèces non natives en milieu tropical. Encore là, c'est vraiment un gradient, une petite augmentation en tempéré et aucune espèce non native détectée dans les réservoirs boréaux.
Pour la position trophique, on a le même patron, donc la courbe, la pente de mes courbes est similaire entre mes trois écosystèmes. Donc, on a vraiment une augmentation significative de la position trophique dans nos trois écosystèmes, dans nos trois biomes. Donc, on s'en va vers une communauté, soit on perd énormément d'espèces qui sont très bas dans la position trophique, ou on gagne finalement des prédateurs en proportion. Et on a une augmentation similaire aussi d'espèces généralistes. Donc, on perd des espèces fluviales spécifiques pour gagner des espèces généralistes, et ce patron-là est similaire dans mes trois grands biomes. Donc, comment expliquer un petit peu ces observations-là? Un des premiers facteurs qui pourrait être important, c'est l'espèce de notre gradient d'impact, donc étant très important dans les tropiques, intermédiaire dans le milieu tempéré et très faible dans le milieu boréal. Un des principaux facteurs, ça peut être expliqué par l'index de limnicité qui a été développé par l'équipe de Bernard Lennert à McGill et écrit par un de ses postdocs. L'indice de limnicité, ça dit finalement où dans le monde on a le plus de lacs. Et ce n'est pas surprenant, comme vous pouvez le voir, on voit très bien que les régions boréales sont très riches en gros lacs. Donc, ce qui pourrait expliquer que pour une communauté de poissons, créer un gros réservoir ou un gros lac, ça a moins d'impact. Si on regarde comparé aux milieux tropical, où c'est vraiment des systèmes hyper longitudinaux. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller visiter des milieux, des rivières tropicales, c'est vraiment très méandreux. C'est des rivières aussi avec beaucoup de variations. C'est très imprévisible les conditions qu'on retrouve dans les rivières tropicales. Donc, ce qu'on offre aux poissons quand on fait un réservoir, c'est un milieu hyper régulé, un gros lac stagnant. Donc, c'est peut-être pas surprenant qu'il y ait vraiment un changement de communauté hyper important en milieu tropical. On a sensiblement les mêmes écosystèmes en milieu tempéré. Donc, ça, c'est un exemple aux États-Unis. Donc, c'est aussi énormément longitudinal. Donc, ce qui pourrait expliquer notre espèce de gradient qu'on observe. Et en boréal, en milieu boréal, on a beaucoup de gros lacs, de grosses rivières. Donc, peut-être la communauté est juste mieux adaptée. Un autre facteur qui est important qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le temps de la dernière glaciation, qui correspond aussi au milieu boréal. Donc, les espèces qui se retrouvent dans la zone orangée ici, c'est habituellement des espèces avec des grosses espèces, bonne mobilité, qui ont une grande niche écologique. Donc, qui sont probablement adaptées, beaucoup mieux adaptées à des conditions de grosses rivières, de gros lacs, qui n'ont pas eu des millions d'années ou des milliers d'années pour s'adapter à des conditions très spécifiques dans des petites rivières tropicales. Donc, ils sont beaucoup plus adaptatives que des espèces qui se retrouvent en milieu tropical. Donc, c'est deux grosses hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi on a cette espèce de gradient d'impact avec la latitude. Donc, en boréal, une meilleure adaptation. En tropical, très spécialisée, donc une moins bonne capacité d'adaptation. Ce qui peut être synthétisé un petit peu dans cette figure-là. Donc, en milieu boréal, on a beaucoup de gros lacs, beaucoup moins en tropical. On a eu beaucoup moins de temps ici pour évoluer. Donc, on a des espèces beaucoup plus généralistes. Et l'autre facteur, c'est vraiment l'effet des facteurs confondants qui peut expliquer l'effet en milieu tempéré. On a énormément de facteurs confondants anthropogéniques en milieu tempéré. Donc, l'introduction d'espèces, l'utilisation des terres, donc qui peuvent aussi amener un petit peu de bruit dans nos patrons. Donc, message à retenir pour le volet mondial, la méta-analyse. On a un gradient d'impact avec la latitude, minimal en boréal, assez significatif dans les tropiques. On a une diminution de la richesse et de la diversité, surtout en milieu tropical, mais on a une augmentation d'espèces non natives aussi dans les tropiques. Et on a un changement global dans la position trophique et la proportion d'espèces généralistes. Donc, on a vraiment une augmentation d'espèces prédatrices et une augmentation d'espèces généralistes dans nos trois biomes. Ça, qu'est-ce que ça a comme implication pour la conservation et la gestion? Dans un but de décarboniser notre économie, on sait que bien gros que l'hydroélectricité est vue comme une énergie verte qui produit relativement peu de gaz à effet de serre, mais ça, c'est au détriment souvent des espèces si on considère le milieu tropical. Donc, en milieu tropical, est-ce que l'hydroélectricité est vraiment la meilleure stratégie? Est-ce que le bouquet énergétique pourrait être peut-être un petit peu plus diversifié? Les impacts semblent être quand même semblent être non négligeables dans les tropiques. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut s'étendre un petit peu plus parce que, comme vous avez vu dans le début de ma présentation, la majorité des nouvelles grosses constructions, c'est tout dans les tropiques. Donc, c'est vraiment pas une question qu'il faut négliger. Il faut aussi être un petit peu prudent avec les prédictions dans les régions tropicales parce que les réservoirs des régions tropicales
sont récents. C'est des jeunes réservoirs, donc on a très peu de temps pour évaluer leur impact comparé à des réservoirs en milieu tempéré et boréaux où on a 20, 30, 40 ans de données. Donc la courte durée des études nous donne un état qui n'est probablement pas stable présentement. Donc il faut juste être un peu plus prudent. Et troisièmement, toute cette question d'espèces non natives et positions trophiques pourrait avoir un effet assez déstabilisant sur le réseau trophique. Donc ça, c'est des études qui m'intéressent à court moyen terme. C'est vraiment d'aller voir au niveau du réseau trophique si tout ça, cette grosse déstabilisation-là peut finalement apporter un effet catastrophique sur le réseau trophique. Donc c'est à voir si c'est soutenable à court, moyen et long terme. Donc là, je vous ai parlé en gros à très grande échelle qu'on a comparé boréal, tempéré et tropical. Mais comme je vous l'ai dit en début de la présentation, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Hydro-Québec, qui ont une base de données vraiment hallucinante. Et ils étaient vraiment intéressés à savoir si dans leur réservoir, ils avaient un impact sur la communauté de poissons. Donc, je me suis attardée beaucoup plus aux réservoirs en climat boréal. Et j'ai eu la chance de travailler avec les données du complexe hydroélectrique Lagrange. Donc, le complexe Lagrange est situé vraiment au nord, dans la baie James. Donc, la beauté de ce système-là, c'est que j'ai un système hydroélectrique au complet qui compte plusieurs réservoirs. J'avais des très bonnes données sur 3 réservoirs en particulier. Donc, Cagnapisco ici, Robert Bourassa et Opiniaca. La beauté de tout ça, c'est que j'ai 24 stations d'échantillonnage distribuées un peu partout dans ces réservoirs-là. Et la beauté de ces stations d'échantillonnage-là, c'est que j'ai 20 ans de données avant et après la mise en eau. Donc, je peux vraiment avoir des données vraiment intéressantes avant et après la mise en eau sur des sites qui étaient des rivières en orange avant de devenir un réservoir, d'autres qui étaient des lacs en rouge avant de devenir un réservoir. J'ai également un site de référence pour chaque réservoir et des stations d'échantillonnage qui sont en aval. Donc, j'ai aval, amont, différentes catégories de sections en amont. Donc, vous voyez que c'est quand même une base de données très complexe. Pour toutes ces stations d'échantillonnage-là, j'ai aussi des données sur la qualité de l'eau. Et la beauté de tout ça, c'est que j'ai très peu de facteurs confondants à la baie James. Donc, ce que je mesure sur ma communauté de poissons, c'est véritablement l'effet de l'hydroélectricité. Donc, les grandes questions de recherche à l'échelle beaucoup plus locale, je dis locale, mais c'est quasiment la grosseur du Nouveau-Brunswick, c'est pas négligeable. Donc, c'était de voir si ma biodiversité, mes patrons de biodiversité trouvaient étaient comparables à mes 3 échelles, donc à l'échelle du complexe, du réservoir et de la station. Est-ce que j'observais des changements de diversité bêta dans le temps et l'espace? Donc, je vais vous expliquer un peu plus loin qu'est-ce que j'entends par diversité bêta. Et est-ce que j'observais aussi des changements dans l'assemblage des espèces à mon échelle plus locale? Donc, là, je vais vous présenter les données à l'échelle du complexe, mais c'était parfaitement, donc j'avais un parfait upscaling, downscaling entre mes 3 échelles. Donc, les patrons observés à l'échelle du complexe étaient observés à l'échelle du réservoir et à l'échelle de la station. Donc, je n'avais pas vraiment de patron très clair. Ce qui m'intéressait aussi à ce niveau-là, c'était de comparer mes sites qui étaient impactés en jaune versus mes sites de référence en bleu. Ça s'interprète comme les graphiques plus tôt. Donc, ce qui est avant la ligne de 0, c'est avant la mise en eau. Après la mise en eau, ici, on a la richesse. Donc, ce qu'on peut conclure, même s'il semble avoir une petite tendance à une perte de richesse dans mes stations impactées, donc tout ce qui était downstream, upstream, on se rend compte que ça l'overlap, ça se superpose parfaitement avec l'intervalle de confiance de mes sites de référence. Donc, on ne peut pas conclure à un effet significatif de perte de richesse dans nos réservoirs. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de déconstruire un peu ça, d'exploser le patron et de voir si on avait peut-être plus de tendance dans les stations qui étaient en aval, en rouge, ou en amont, en jaune. Et encore là, les intervalles de confiance se chevauchent, il n'y a pas de patron. Et même si on explose encore les stations qui étaient des lacs avant d'être le réservoir et des rivières avant d'être des réservoirs, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de patron significatif. Donc, décomposer, exploser de toutes les façons possibles, il n'y a pas de patron significatif de perte de richesse, malgré le fait qu'on a une petite tendance surtout en aval des barrages. Bon, patron similaire pour la diversité et l'équitabilité. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent
ce que c'est la bêta, la diversité bêta. Donc, on va faire un petit cours de bêta diversité 101, 101. Donc, la diversité bêta, c'est vraiment le ratio entre la diversité régionale et la diversité locale, dont alpha. Je peux l'interpréter comme un taux de changement dans la composition des espèces. Donc, ici, j'ai donné 2 exemples. Donc, on a la diversité régionale ici dans les grosses boîtes oranges. Donc, on a une diversité régionale ici de 3 espèces. Dans chaque petite boîte locale, on a aussi une diversité alpha de 3 espèces. Donc, ma bêta diversité est de 1. Donc, il n'y a pas de changement entre mes sites dans ma diversité bêta. Donc, le changement est, ma bêta diversité est de 1, ce qui équivaut à pas de changement. Ici, au niveau régional, on a finalement un gamma régional de 9, un alpha de 3 partout, mais on a un bêta de 3 parce qu'à chaque site, à chaque communauté, on change complètement d'espèce. Donc, en gros, la bêta diversité vous donne l'espèce de taux de changement dans la composition des espèces. On peut l'avoir dans le temps, dans l'espace et un beau petit melting pot des deux. Ça a été développé, ces mesures de biodiversité dans le temps et dans l'espace ont été développées par Pierre Legendre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de l'Université de Montréal, mais c'est vraiment le gourou des biostats mondial, je dis. Puis il a développé des indices de diversité bêta dans le temps et dans l'espace. Ils les appellent les LCBD, c'est Local Component of Beta Diversity. Et puis, je l'ai calculé, je vous l'ai représenté ici. Donc, on a nos sites de référence ici en vert. En bleu, vous avez les stations en aval. En amont, ici, si j'étais une rivière ou si j'étais un lac avant. Donc, je voulais juste présenter ici comme ça parce que vous allez voir, là, je ne veux pas vous faire une crise d'épilepsie parce que ça devient un peu intense quand on se met à présenter les résultats. Et vous avez avant la mise en eau, après la mise en eau. Donc, en gros, une analyse de bêta-diversité, ça ressemble à ça. Plus ton rond est gros, plus ça suggère que tu as un changement dans ton assemblage des espèces. L'assemblage est significatif quand le rond est assez gros, et j'ai mis en blanc les ronds qui sont significatifs finalement. Donc, vous voyez qu'à l'échelle du complexe, à l'échelle du complexe, il n'y a pas énormément de mesures de bêta-diversité qui semblent significatives. Donc, on se serait attendu probablement à beaucoup plus d'impact tout de suite après la mise en eau ou durant la mise en eau dans l'assemblage des espèces. Mais ce qu'on peut voir à l'échelle du complexe, c'est que la diversité bêta est vraiment stable dans le temps et dans l'espace, à l'échelle du complexe et des réservoirs. Mais j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'ai refait l'analyse, mais en utilisant chaque station d'échantillonnage comme étant indépendante. Et on a le résultat suivant. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de variables, de sites qui sont significatifs, presque tout de suite après la mise en eau. Donc, je ne vais pas vous faire faire, comme je vous disais, une crise d'épilepsie, mais si on revient en avant et en arrière. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de sites dans le temps et dans l'espace qui sont significatifs presque immédiatement après la mise en eau. Ce qui suggère vraiment que le barrage, donc la mise en eau, semble avoir une espèce sur la diversité bêta des poissons. Et un patron qui est important, c'est que là, l'échelle est importante ici. Donc, si on change d'échelle, que ce soit complexe, réservoir, station d'échantillonnage, on voit vraiment des patrons qui sont différents. Donc, c'est important de bien considérer l'échelle d'échantillonnage quand vient le temps de faire des recommandations et de prendre les données, finalement. Donc, si on représente un peu l'impact de la mise en eau sur l'assemblage des espèces, ça peut ressembler à ça. Donc, ça, c'est l'exemple dans Robert Bourassa. Donc, vous avez chaque espèce représentée avec une couleur différente. Donc, la mise en eau s'est faite ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on gagne énormément de brochets. Donc, le brochet faisait une toute petite partie de la communauté avant la mise en eau et devient extrêmement dominant après la mise en eau. Les corégonidés, ici on a le grand corégone qui domine énormément aussi après la mise en eau. Et c'est 2 espèces qui sont habituellement associées à des conditions de lac. On perd aussi nos meuniers qui sont habituellement associés à des conditions de rivière. Ça, Hydro-Québec était bien content de ne pas le perdre parce que pour les Premières Nations, les corégonidés sont super importants. Donc, si on avait perdu le grand corégone et le cisco, ça aurait pu être vraiment problématique pour les Premières Nations qui, c'est vraiment une pêche de subsistance et culturelle pour eux. Et ce qui m'intéressait aussi dans toute cette histoire-là, c'était de voir qu'est-ce qui expliquait le changement dans l'assemblage de mes espèces. Encore là, le groupe de M. Legendre a développé une technique qui s'appelle le partitionnement de la variance. Ça permet de voir
quelle proportion de le changement dans la communauté est expliqué par différentes matrices. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir si le temps avait un impact. Donc, le temps, après la mise en eau ici, est-ce que le temps avait un impact sur ma communauté? C'est pas mal le facteur qui m'intéressait le plus parce que c'est vraiment le facteur qui me dit si la mise en eau a eu un impact. Ça m'intéressait aussi de voir si la qualité de l'eau, le changement dans la qualité de l'eau avait pu influencer finalement le changement dans l'assemblage des espèces. Mais vous pouvez vite constater que le temps et qualité de l'eau ne sont pas parfaitement indépendants parce que si la qualité de l'eau change en fonction du temps, ça va être confondant. Mais la beauté de la partition de la variance, c'est que l'effet partagé entre ces deux matrices-là peut aussi être comptabilisé. Donc, si les deux expliquent une variation qui est vraiment superposée, on va le voir dans le partitionnement de la variance. Je m'intéressais aussi à l'hétérogénéité spatiale. Donc, est-ce que j'ai de la variation entre mes différentes stations d'échantillonnage au réservoir? Donc, c'est important. Si tout est expliqué par ça, ça veut dire que c'est juste du bruit dû au fait que j'ai tellement un énorme système. Donc, ça, c'est important à considérer. Et un autre facteur, c'était le genre de filet qui était utilisé parce qu'il y avait différents filets expérimentaux qui avaient été utilisés. Donc, je voulais considérer tout ça dans l'analyse de partitionnement de la variance. Donc, à l'échelle, encore là, j'ai fait ça aux 3 échelles. À l'échelle de la station d'échantillonnage, réservoir complexe, le gros complexe hydroélectrique. Donc, au niveau de la station d'échantillonnage, on se rend compte que le temps, time since impairment, explique 30% de la variation, donc 26% partagé avec water quality, donc la qualité de l'eau, et 4% indépendant, et seulement 6% est expliqué par les engins de pêche. L'hétérogénéité est bien entendu pas comptée dans la station d'échantillonnage parce qu'il n'y a pas d'hétérogénéité à l'intérieur de ma station d'échantillonnage. Donc, au niveau de la station, oui, le temps et la qualité de l'eau expliquent la majorité de la variation expliquée. Le patron change vraiment quand on s'en va au niveau du complexe et des réservoirs. Donc, au niveau du complexe et des réservoirs, là, c'est vraiment rendu l'hétérogénéité spatiale qui explique presque toute ma variation. Très peu pour le temps, quand même une variation intéressante pour la qualité de l'eau et un patron vraiment comparable pour les réservoirs. Donc, encore là, l'espace explique la majorité de la variation. C'est pour ça que je vous explique depuis tantôt que l'échelle est vraiment importante. Dépendamment de l'échelle que tu observes, que tu examines, tu peux détecter des patrons qui ne sont pas facilement extrapolables aux autres échelles. Donc, à l'échelle de la station, je suis vraiment capable d'aller détecter des patrons très fins dans l'assemblage des espèces, mais dès que j'augmente d'échelle, au niveau du réservoir où j'ai plusieurs stations, il y a tellement de variations à l'intérieur de mes stations que c'est ça que je capture dans mon changement dans l'assemblage des espèces et plus l'effet de la mise en eau. Quelles espèces ont été particulièrement affectées? Bien, la méthode de Legendre permet aussi de faire une autre analyse qui permet de savoir quelle espèce a été le plus impactée ou non par la mise en eau des réservoirs. Et on peut déconstruire par mes différents sites. Donc, dans les sites de référence, je voulais juste voir si certaines espèces étaient juste impactées dans les sites de référence. On se rend compte que peut-être juste par l'hétérogénéité, le climat, la stochasticité environnementale, il y a certaines espèces qui ont varié dans mes sites de référence. Les meuniers et le corégonidé et le doré. Dans mes sites en aval, donc où habituellement le débit a été énormément réduit, on se rend compte que les espèces qui sont majoritairement impactées, c'est beaucoup l'esturgeon et les meuniers. Un petit peu le doré. Ça, c'est pas surprenant. Il y a vraiment une perte importante du débit en aval des réservoirs. Et ça a été problématique. Donc, ils ont perdu quand même une proportion significative de leurs esturgeons en aval de leur barrage. En amont, on a une réduction importante des meuniers. Ça ne nous dit pas la direction, par exemple. Ça nous dit juste quelle espèce est la plus impactée. Donc, moi, je vous donne l'information sur la direction aussi. Donc, on a perdu des meuniers dans presque toutes les stations qui étaient en amont dans les rivières. On a gagné énormément de brochets par la suite et de corégonidés. Et patrons vraiment similaires pour les stations qui étaient des lacs avant d'être le gros réservoir. Donc, on perd des meuniers, on gagne énormément de brochets et de corégonidés. Donc, si on superpose ça tout ensemble, on se rend compte qu'il y a vraiment des axes, il y a vraiment certaines espèces qui sont vraiment plus impactées par la mise en eau des réservoirs. Donc, les meuniers, le corégonidé et les brochets. Donc, c'est vraiment les espèces qui semblent jouer le plus lorsqu'on fait la mise en eau de réservoir. Donc, message à retenir pour le volet. Je n'aurais pas réussi à tout répondre à tes questions, mais ça ne fait tellement pas avec les poissons.
des cadavres Je suis dans mes murs. déçu. Je suis déçu. Donc, message à retenir. Puis ça, je m'en souviens pas que j'ai parlé de cadavres dans mes murs. Il va falloir qu'on s'en parle. Donc, message à retenir au volet local. On n'observe pas les changements de biodiversité, donc de richesse, de diversité et d'équitabilité à mes 3 échelles spatiales. Cependant, on observe un changement dans l'assemblage des espèces en réponse à la mise en eau, et ça, surtout quand on regarde au niveau de la station d'échantillonnage. Et je vais marteler le message encore, les échelles sont vraiment importantes parce que dépendamment de la question que tu veux répondre, on a des patrons qui peuvent être vraiment différents aux différentes échelles qu'on examine. Donc, quelles sont les implications de conservation? Bien, on peut statuer suite à la méta-analyse et l'échelle locale que la communauté de poissons en région boréale semble assez résiliente à la mise en eau. Donc, on ne perd pas de façon significative des espèces, mais on a un changement sur l'assemblage. Donc là, on a un débat qui est nécessaire afin de faire des mesures de mitigation. Donc, est-ce qu'on veut vraiment protéger les meuniers? Peut-être pas. Si ça avait été des poissons d'importance pour les Premières Nations, ça aurait peut-être été un petit peu plus... on fait des grosses mesures de mitigation présentement pour les saumons de l'Atlantique dans les réservoirs. C'est parce que ça a une valeur récréative, une valeur importante pour les Québécois et pour les Premières Nations. Donc là, on faut vraiment... ce débat-là est nécessaire à savoir quelle espèce on veut préserver dans nos réservoirs. Et encore là, les mesures et les analyses doivent être faites et interprétées à la bonne échelle. Donc, si Hydro-Québec voulait répondre à la question « Est-ce qu'on a un impact sur les communautés de poissons? » Bien oui, on a un impact qui est détectable seulement au niveau de l'échelle d'échantillonnage. Donc, si je mesure à l'échelle du réservoir, bien, je ne serai pas capable de voir ces impacts-là. Donc, c'est très important pour eux de faire cette distinction-là. Bon, remerciement rapide, c'est pas possible de faire des études comme ça sans du bon financement et du support de laboratoire. Les gens de chez Hydro-Québec ont été hyper accueillants. Et j'ai travaillé aussi en étroite collaboration avec les gens de l'École polytechnique qui vont permettre d'appliquer tous ces résultats-là dans des analyses de cycle de vie. Donc, pour donner un poids écologique à la production d'hydroélectricité. Donc, c'est un beau spin-off des résultats. Donc, je suis prête à prendre vos questions. C'est pas pire, j'ai respecté le temps. Mais je n'ai pas répondu à toutes les questions. Rappelle-moi, c'était pourquoi j'ai plein de mouches à fruits? Je peux les dire tout de suite, répondre. Je peux répondre? Mouches à fruits. Mouches à fruits, ben ça c'est facile. Une collection de cadavres d'animaux dans tes murs. Mais ça, je peux pas répondre. Je me rappelle pas. T'as des anciens cadres dans lesquels paraîtrait-il? Okay. Ouais, ben, la question du homard. La question du homard. OK. Ben, les mouches à fruits, c'est que mon conjoint est spécial. Il élève des dendrobates tropicales. Donc, chez nous, on a une pièce dans le sous-sol qui est pleine de terrariums avec des petites grenouilles, des poison frogs tropicales. Puis, on les nourrit aux mouches à fruits qui sont modifiées génétiquement. Donc, génétiquement, ils ne peuvent plus voler, mais ils peuvent marcher. Donc, on en a partout dans l'appartement. Donc, je me suis munie d'un petit iRobot. C'est maintenant mon meilleur ami. Donc, il ramasse nos mouches à fruits. Donc, ça, c'est réponse numéro 1. Les cadavres d'animaux, bien, ça doit faire référence aux insectes qu'on a mis dans nos cadres. Je ne sais pas, c'est de ta faute, ça. Parce qu'on avait... les propriétaires, avant de ma maison, avaient des goûts douteux en termes de décoration. Puis, ils ont encastré plein de cadres. Ils ont fait des trous dans les murs pour encastrer des cadres en 3 dimensions. C'était des espèces de mini-scènes de la vie quotidienne qui c'était d'un goût douteux. Puis nous autres, on a mis des beaux insectes tropicaux dans les... Ça peut être ça, les cadavres. Puis le seul homard... C'est quoi? La question était, pourquoi qu'on a pêché le seul homard? Ouais, et tu l'as mangé. Angèle, sans scrupules. Sans scrupules. Avec beaucoup de scrupules. Angèle était venue me visiter sur mon site de recherche à la Barbade, puis mon chum voulait nous impressionner, fait qu'il dit « Les filles, je vais aller vous pêcher de la langouste. » Puis il était revenu avec regarde, la plus grosse langouste que j'ai jamais vue de ma vie, mais dans la réserve, c'est mieux de pas trop pêcher de la langouste. Puis il n'y en a pas tant que ça, fait qu'il était revenu, pour au lieu de lui dire comme une bonne femme « Oh, merci Mal, tu m'as ramené le gros mort. » Mais je l'avais un petit peu insulté sur le fait qu'il avait peut-être pêché le dernier géniteur. Puis Angèle, elle ne savait plus où donner de la tête. Parce qu'elle avait le droit à une scène de ménage quand Sébastien voulait juste bien faire.
Fait que c'est pas mal ça la réponse Bon, aux c'est questions. bon. J'ai pas réussi à les fitter Ah. dans le... Est-ce qu'on a Désolée. d'autres questions? J'imagine qu'on a Relié d'autres à- questions pour Benoît. Catherine. Quand tu as mesuré l'hétérogénéité, c'est comment que tu l'as mesuré? L'hétérogénéité spatiale, C'était juste les coordonnées géographiques? c'était ça et c'est sur la position de la station finalement. Puis est-ce que ça se pourrait que la partie qui est expliquée par le spatial, qui n'est pas expliquée par le reste, c'est juste d'autres variables environnementales que vous avez mesurées? Bien, ça se peut absolument, mais ça c'est pas nécessairement relié à la mise en eau. Tu sais, mon but, c'était vraiment d'essayer d'extraire tout ce qui pouvait être relié à la mise en eau dans le temps ou dans la qualité des habitats. Puis bien sûr, tu sais, l'hétérogénéité spatiale, ça peut inclure différents types de micro-habitats. Ça peut inclure différents accès à des tributaires aussi pour aller se reproduire. Donc, c'est ça. L'hétérogénéité, la présence de plusieurs stations très différentes dans un même réservoir, ça peut inclure énormément de variables. Absolument. On n'a pas mis le doigt sur quelque chose qui aurait pu être typiquement expliqué à l'hétérogénéité spatiale. J'en reviens à cette question-là. Ça revient à dire que c'est ça, enfin, essentiellement. C'est surtout des relations habitat-faune qui expliquent ta... À l'échelle Ouais. du complexe. Puis Ouais. oui, Ouais, tu sais, c'est ça. Robert Bourassa, le réservoir Robert Bourassa, c'est une mer intérieure. Fait que, tu sais, c'est une station qui est prise un peu partout. Il y a des stations qui sont typiques d'un milieu très proche du littoral, d'autres qui sont presque maintenant dans le milieu du réservoir. Donc, c'est des milieux hyper hétérogènes à la base aussi. Donc, le but de capturer toute cette hétérogénéité-là, c'était justement d'aller chercher des habitats très différents. Donc, il y avait un but à l'intérieur, il y avait un but derrière ça, mais ça l'amène aussi beaucoup de bruit. Non, Donc, c'est vraiment ça qu'on capture avec l'hétérogénéité spatiale. Ça, c'était juste. Ma deuxième question, mais là, c'est mon côté statisticienne qui. Tu as fait, si je comprends bien, par exemple, à l'échelle du complexe. Oui. Tu as fait une analyse de partition avec une base de données de 3 lignes. C'est ça? Non, de toutes mes stations. Comment je l'ai fait? Non, de toutes mes stations, mais toutes ensemble. Pas par station. Je reviendrai te voir, ça m'intrigue. Je comprends pas comment. J'arrive pas à le visualiser. OK, c'est bon. C'est que tout était mergé ensemble. C'était pas au niveau de la station. Puis au niveau des réservoirs, je faisais une moyenne sur mes réservoirs, puis je regardais vraiment ce qui était. Réservoir 1, t'as tes chiffres, réservoir 2, Ouais. t'as tes chiffres, donc t'as que 3 lignes. Pas pour le réservoir. Chaque station est une ligne, mais c'est de la façon que je les poule dans l'analyse. Oh, ok, ça y est, je viens de voir. C'est bon. Ok. C'est plus Oui, c'est OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il ne faut pas oublier qu'il y a du temps aussi, là. Il y a le temps et l'espace qui fait que ça fait quand même une base de données qui est quand même complexe, là. Juste, est-ce que les réservoirs de contrôle étaient considérés comme les sites de contrôle comme indépendants des réservoirs? Les sites de référence? Les sites de Oui. référence. Oui. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, je ne sais pas s'il est possible qu'il y ait quelques transferts d'espèces des réservoirs au site de référence? Je ne sais pas s'il peut y avoir... La beauté, c'est qu'ils ont été choisis pour être aucunement connectés. Fait qu'il n'y avait aucun moyen pour des poissons de réservoir d'aller finalement dans les sites de référence. Donc, c'était vraiment des lacs qui étaient complètement déconnectés du réseau qui était impacté finalement. Il ne peut pas y avoir des transferts anthropiques, des espèces qui sont introduites dans ces zones de référence. Par l'humain ou des trucs comme ça? Écoute, on n'en a pas. Dans la base de données que Hydro-Québec m'a fournie, on n'a aucune espèce introduite qui est apparue. Donc, on aurait pu voir de l'achigan ou des poissons qui auraient été introduits par l'homme ou des espèces de poissons proies. Il n'y a aucune espèce non native qui a été détectée dans ces réservoirs-là, autant dans les sites de référence que dans les gros réservoirs. Oui, Anne, on arrête. Est-ce que le meunier, c'est un poisson végétarien plus herbivore? Ou, C'est benthivorre. Donc, ça se nourrit vraiment de macro-invertébrés, de détritus puis de macro-invertébrés dans la bouette, finalement, dans les sédiments.
Puis les autres, c'est des carnivores? Le brochet, c'est un méga carnivore. Le corégone, ben, c'est un planctivore carnivore. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment poursuivre avec Hydro-Québec. Ils se sont rendus compte que les corégonidés, juste en aval des barrages, sont en train de transformer leur branchie puis leur morphologie pour vraiment manger des chunks de sushi qui sortent des turbines. Donc, ils sont vraiment en train de se modifier physiquement, ils sont probablement en train de monter dans la position trophique parce que là, ils se mettent à s'alimenter de sushi qui sort des turbines. Il n'y a pas tant de mortalité due aux turbines, mais assez pour dire que ça semble être détectable pour les corégones en aval des barrages. Donc, ils veulent essayer de modifier, si tu veux, la façon que l'eau est turbinée pour limiter le plus possible cette problématique-là. Donc, ça, c'est une des problématiques importantes. On ne veut pas turbiner du poisson, on veut turbiner de l'eau. Ça répondait-tu à ta question? Y avait-tu un... Ben non, je me demandais juste par rapport au type, exemple, les poissons qui sont dans les réservoirs, ils ont une concentration plus élevée, je crois, en métaux lourds ou en... Est-ce qu'il y a En mercure? En mercure, oui. Ouais. Mais ça, c'est... Je me demandais pour les peuples autochtones s'il y a certains poissons qui sont vraiment priorisés, qui ont des une excellente question. Par rapport à la santé. Oui, il y a des études de Santé Canada qui ont été faites justement pour être sûr que, comme je te disais, le grand corégone est énormément consommé, puis il devient hyper dominant dans les réservoirs. Donc, ils ont fait des tests pour limiter le nombre de poissons mangés. Le brochet en accumule beaucoup parce que c'est un gros prédateur. Puis tout ça dure à peu près 15-20 ans. Après 15-20 ans, le réservoir revient à des niveaux de mercure totalement comparables à ce qui était la rivière avant. Okay. Le brochet concentre beaucoup plus parce que c'est un gros carnivore. Et le corégone concentre vraiment très peu. Donc, la limite au nombre de corégones qui peut être mangé était quand même pas trop limitante, justement, pour les Premières Nations. Donc, ça, c'est un fait très important. Moi, j'avais une question. Tu parlais tout à l'heure, vers la fin, en termes de biodiversité, est-ce que ça vaut la peine de protéger le meunier? Mais il semble y avoir une fonction écologique distincte. Je dirais, dans notre écologie forestière, on ne se poserait pas la question. Il ne disparaît pas complètement. Oui, mais on ne se poserait pas la question, est-ce que ça vaut la peine? On dirait que ça vaut la peine, mais vu que ça a une fonction écologique. Le problème, c'est que quand tu te mets à faire des mesures de mitigation pour protéger des espèces qui ne vivent plus bien dans ce milieu-là, tu sais, il faut juste savoir, est-ce que c'est vraiment problématique dans ce nouvel écosystème-là que le meunier soit plus aussi dominant? Il est encore hyper dominant en aval des barrages. Donc, le meunier reste hyper dominant en aval des barrages. En amont des barrages, on a complètement transformé l'écosystème. On a un nouvel écosystème qui n'est plus une rivière, qui n'est plus un lac. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'investir des millions et des millions de dollars pour essayer de restaurer le meunier qui, de toute façon, ne pourra pas être restauré en amont parce que c'est des conditions qui sont juste plus propices à son plein développement et épanouissement. Donc, c'est vraiment une question à un moment donné où on met notre énergie. Là. On ne l'a pas complètement perdu. C'est plus un milieu favorable pour eux. Localement, ils sont moins abondants, mais d'une façon plus régionale, ils sont encore hyper abondants en amont et dans les tributaires. Donc, c'est vraiment, oui, c'est pas souhaitable qu'on perde, qu'on ait une moins bonne abondance de certaines espèces, mais où on la met notre énergie, là. Okay. C'est vraiment ça qui devient une question importante. Oui. Est-ce que vous regardez aussi plus haut en amont, là, il y a le réservoir? En amont du réservoir. En amont du réservoir, il y a-tu des... Vu que là, il y a comme plus de connectivité. C'est une rivière. Ça devient la rivière un peu plus naturelle. Là. Ça, sont pas allés, ils n'ont pas monté en amont du réservoir. Vous n'avez pas nécessairement fait d'évaluation de l'impact sur cette partie-là de l'écosystème? Non, Hydro-Québec n'a pas fait, mais dans la grosse méta-analyse, il y en avait quelques-uns. Et c'était hyper mitigé. Donc, on avait qui détectaient des impacts presque comparables à celui des réservoirs, puis d'autres qui détectaient vraiment plus rien. C'était considéré presque comme étant une rivière naturelle. C'est une question de biome? D'un biome sur un autre? C'est une question de biome, oui, parce que c'est presque juste en tempéré, pas en tropical, qu'il y avait des stations, mais il y en avait très peu. J'ai très, très peu de données où j'ai des stations en amont du réservoir. Donc, dans la rivière qui est considérée semi-naturelle, c'est une minorité. S'il est vraiment dominant en aval, mais qu'il y a des déclins là, peut-être avoir un impact à long terme sur l'aval.
la disponibilité du meunier en aval. En aval du barrage. En Tu vois, aval. on a 20 ans de données. Puis il n'y a pas eu de changement. Tu sais, il est encore là en amont. En aval, on ne le sait pas, là, c'est ce qui se passe, mais il y a plein de tributaires aussi. Hein, c'est tout connecté. Donc, si elle est bien avant la mise en eau, en aval, en amont du barrage, il devrait aller quand même relativement. Là, c'est de la spéculation. Là. On n'a pas les données. Mais s'il est connecté avec d'autres tributaires, il devrait en théorie pas avoir de problème. Angélique, tu avais une question? Oui. Oui. Ta variance résiduelle est de 50% et plus. Puis si on repart dans les mécanismes de base qui structurent les communautés, on a les interactions entre espèces. Que tu testes pas, parce que bien entendu, bien souvent, c'est la galère. Mais en même temps, vu les résultats que tu as, tu peux t'attendre à ce que, avec l'augmentation de tes brochets et de tes corégones, tu as quand même, c'est ça, t'as quand même un effet via le réseau trophique potentiellement qui peut expliquer une partie de tes changements que tu as dans tes assemblages. De ce que je vois, tu as l'air de dire que oui, en effet, les interactions entre espèces seraient importantes. Donc si oui, comment tu essaierais de les tester avec tes données? Ça, c'est une bonne question. Là, je suis en train de faire je suis en train d'analyser en termes leur abondance en fonction du temps respectif de chaque espèce. Puis j'essaie de faire des liens si mon abondance là, je fais des liens presque espèce par espèce parce que c'est difficile de tester. Fait que je regarde quand j'ai eu mon pic d'abondance de mes brochets, autant en faisant des pack calculations pour savoir leur âge. Là. Donc, j'essaie de suivre les différentes classes d'âge puis de voir si j'ai un lien entre mon abondance de meunier et mon abondance de brochet, puis un super beau pic qui correspond. Un pic de meunier suivi d'un gros pic de brochet, une décroissance du meunier. Donc, il semble vraiment avoir des pics d'abondance d'espèces proies et d'espèces prédateurs. Mais ça, je n'ai pas encore réfléchi. Ça pourrait être un beau petit projet à faire, mais de voir les relations interespèces, ça pourrait être vraiment intéressant. Là, je suis en train de l'observer juste pour essayer de caractériser l'espèce d'effet de traffic surge qu'on observe suite à la mise en eau. Donc, il y a vraiment un énorme boom de productivité qu'on observe après la mise en eau dans les réservoirs. Donc, on a un boom de productivité de poissons à peu près 4-5 ans après la mise en eau. Là, c'était de voir un petit peu qu'est-ce qui, à l'échelle des réservoirs d'Hydro-Québec, qu'est-ce qui drive cette espèce de boom de productivité-là. Puis c'est l'hypothèse de l'explosion trophique. Donc, quand tu inondes énormément, tu produis énormément d'algues, de productivité, de phosphore qui est relâché. Donc, augmentation de phytoplancton, de macro-invertébrés, de petites larves de poissons, puis ensuite de poissons. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre tout ça. Puis ça, c'est définitivement un facteur important. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les brochets deviennent hyper cannibales aussi. Donc, les brochets sont bourrés de bébés brochets. Donc, ça devient aussi une espèce de boucle de rétroaction là, assez importante. Donc, le brochet se soutient lui-même en mangeant ses bébés. Donc, c'est interespèce, mais même intraespèce. Donc, c'est pas... Dans les réservoirs, c'est vraiment pas un réseau trophique qui est simple parce qu'il y a énormément de boucles de prédation intraespèces aussi. Là. Donc, c'est pas... Alors, on va s'en reparler, si ça ne te dérange pas. Ben, ça ne me dérange pas, certain. J'aurais une dernière question. Oui? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser? Tu as parlé beaucoup d'échelles. Tu as parlé des... Je me posais la question, bon, quelle est l'importance en termes de conservation, d'aménagement? Est-ce que c'est important que ça change au niveau de la station, mais qu'au niveau du bassin, du réservoir, ça ne change pas? C'est une bonne question. Hydro-Québec était bien content de savoir qu'à l'échelle du réservoir puis du complexe, donc n'était pas capable de détecter d'effet de la mise en eau. Donc, ça leur permettait de presque dire les mesures de mitigation ne sont peut-être pas aussi nécessaires que voulu. On est mieux d'attendre que le système atteigne une espèce d'équilibre. Mais si tu veux interpréter des patrons au niveau de la conservation, c'est important de savoir à quelle échelle ton impact agit. Si je n'avais pas fait l'évaluation à l'échelle de la station, je n'aurais pas détecté cette espèce de changement dans l'assemblage-là non plus. Donc, dépendamment où tu veux agir, c'est important de comprendre à quelle échelle ton impact agit aussi. Où est ton bruit? T'sais, à l'échelle qu'on travaille des réservoirs qui sont finalement des mers intérieures, l'impact de la mise en eau n'est juste pas relevant, n'est juste pas importante à l'échelle du réservoir parce qu'il y a tellement de bruit associé, comme disait Angèle.
habitat-espèce, c'est des relations habitat-espèce qui sont complètement différentes, des micro-habitats complètement différents. Donc, si tu veux bien comprendre où est l'effet d'un impact ou d'une perturbation, des fois, ça vaut la peine d'aller à une échelle un peu plus fine. C'est bon? Pas d'autres questions? Bon, je te remercie beaucoup, Catherine. Merci.